Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 6 février. L'actualité marquée par l'adoption définitive du budget de l'État pour 2025 au Parlement. Après un ultime vote du Sénat venu achever le parcours tumultueux de ce texte suspendu en décembre dernier par la censure du gouvernement de Michel Barnier et repris par le nouveau Premier ministre François Bayrou qui a résisté hier à 2 motions de censure des Insoumis. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a salué, je cite, la responsabilité des parlementaires. Alors, conséquence sur le terrain, la mobilisation des salariés des missions locales en région sud. Un cortège s'était lancé de la Porte d'Aix ce matin à Marseille à l'appel de 4 syndicats. Raison de l'inquiétude, la baisse de 31% des subventions de la région sud pour les 28 missions locales de la région. 120 emplois directs sont menacés. L'organisation dénonce une baisse importante du budget alloué à ces structures essentielles pour l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Je vous propose d'écouter Gérard Fro. Il est adjoint au maire de Martigues et président de la mission locale du pays Martégal et de la Côte Bleue. Écoutez-le au micro de Sandrine Calvérac. On a une baisse des financements des missions locales, qui a été annoncée à la fois par l'État au travers d'une baisse de subvention de 6%, qui représente pour notre seule mission locale 50 000 euros, un peu plus de 50 000 euros, et qui est jumelée à une annonce de baisse de subvention de 31% de la région, qui représente à peu près la même somme, 48 000 euros, ce qui veut dire qu'on a un déficit, là, sur l'année 2025, de 100 000 euros. Il faut savoir que les missions locales, 85% du budget d'une mission locale, c'est du personnel. Parce que ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait des gens qui soient là pour accompagner les jeunes, pour aller les chercher dans les quartiers, puisqu'on a tout un travail dans les quartiers, que donc en gros, 100 000 euros de moins, c'est d'autres postes qui sont plus financés. En 2024, sachez que les 28 missions locales ont accueilli 110 000 jeunes de 16 à 25 ans en région PACA, dont près de la moitié ont pu trouver un emploi. Autre mécontentement, celui des 250 000 micro-entrepreneurs impactés fiscalement par ce nouveau texte. Si jusqu'à maintenant ils étaient exempts de la TVA à hauteur de 37 500 euros de chiffre d'affaires, eh bien le seuil est désormais descendu à 25 000 euros. Les dépassements de ce nouveau plafond sont donc assujettis, comme toute entreprise, à une TVA de 20%. Une décision qui enrage littéralement Jennifer Gérez. Elle est prothésiste ongulaire esthéticienne à Port-de-Bouc depuis 15 ans. Michel Montagne l'a rencontré pour nous. Avant, on avait un plafond à 37 500 euros en chiffre d'affaires, donc on n'était pas soumis à la TVA. Depuis hier, ils ont passé ça à 25 000 euros et c'est scandaleux. Ça va nous obliger à travailler moins pour pouvoir déclarer moins, pour ne pas payer cette TVA, parce que travailler en ayant 44% de charges, c'est un scandale. 24% on a sur la micro-entreprise, sur la prestation de service, et donc du coup, on a 20% qui va se rajouter, ce qui fait que sur notre prestation, on donnera 44% à l'État. Moi, personnellement, je préfère travailler à Carrefour. 25 000 euros, tout le monde les dépasse. 25 000 euros, c'est un chiffre d'affaires en fait, ce n'est pas ce qu'on a dans nos poches. Donc sur ça, il va falloir payer de la TVA, il va falloir déduire nos produits et il va falloir se payer. À la finale, il ne reste plus rien. Plus les salariés ? Plus les salariés, plus les loyers, plus tout en fait, il y a tout à payer. Vous, quand vous avez commencé, ce qui vous a encouragé à le faire, c'est de se dire, tiens, on est en partie défiscalisé. Tout à fait, c'était un régime simplifié à la base. Et aujourd'hui, en fait, on nous enlève cette simplification parce qu'il va falloir déclarer de la TVA, la récupérer pour certains qui sont dans la vente. Ça va être très très compliqué. Dans le reste de l'actualité, les Bouches-du-Rhône placées en vigilance sécheresse. Aussi curieux que ça puisse paraître à cette époque, il a plu certes, mais pas assez. Un déficit de précipitations sur les mois de novembre et décembre 2024, ainsi qu'en janvier, et une humidité des sols des plus basses que la normale. C'est ce que révèle le suivi des données météorologiques. On a appris ce midi la mort de Paul-Loup Sulitzer à l'âge de 78 ans des suites d'un AVC à l'île Maurice où il vivait depuis plusieurs mois. Il avait commencé sa carrière d'écrivain en 1980 avec son ouvrage Monet. Il aurait vendu plus de 40 millions d'exemplaires de ses livres. Redoutable homme d'affaires également, il était aussi impliqué dans des affaires judiciaires avec des condamnations pour fraude fiscale et dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola.
On poursuit ce journal à Marseille. 15 jours d'opération Tranquillité à Noailles. On vous en a parlé dans nos précédentes éditions. Quel est le bilan ? La police municipale a mené des actions quotidiennes, notamment pour déloger les vendeurs à la sauvette. Une mobilisation exceptionnelle qui devait durer une quinzaine de jours et qui est finalement prolongée. Il y a eu 93 interpellations et la destruction de 450 paquets de cigarettes de contrebande. L'impact est-il réel dans le quartier ? Que disent ceux qui y travaillent, surtout au quotidien? Voyez plutôt ce reportage signé Cassandra Mourou. Entre midi et 2, pas de policiers dans Noailles, mais pas non plus de vendeurs à la sauvette visibles. Le quartier semble plus apaisé et ça se ressent chez les commerçants. Ouais, c'est bien, c'est calme maintenant, c'est mieux qu'avant. Il y a de sécurité, ça va. La police travaille son travail, c'est bien. Surtout pour les gens qui font les drogues et tout, c'est ça le problème. Et avec les couteaux et tout, les agressions, c'est ça les problèmes. Les vendeurs, ils viennent plus depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps, ils ne viennent plus, oui. C'est bien nettoyé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs à la sauvette, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de plus de vol. Des fois, les clients rentrent ici, ils demandent ça va. Au moins, on respire un peu. Ce gérant connaît Noailles depuis 33 ans. Il a vu le centre de Marseille évoluer dans le mauvais sens. Je me rappelle les années 90, c'était mieux ici. Les gens ne viennent plus à cause de vol, à cause d'agression, à cause de la bagarre, à cause de... Des fois, les vendeurs à la sauvette, ils mettent la bombe Kilimanjaro. Il y a qui se bagarrent entre eux, ils mettent la bombe Kilimanjaro. Il y a des bébés, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes âgées. Et voilà, ça c'est pas bien. La plupart des commerçants nous ont confié redouter la fin des passages réguliers de la police et le retour des vendeurs à la sauvette. Du côté de la ville, on annonce une opération qui se poursuivra le temps qu'il faudra. L'opération de police est inédite car elle mobilise tous les services de la municipale, la brigade à vélo, à moto, en passant par les effectifs cynophiles ou encore la brigade de l'environnement. L'utilisation des caméras contribue également aux nombreuses arrestations et saisies dans le secteur. Autre secteur, la filière de l'aéronautique français est-elle en danger ? Comme pour tous les produits provenant de l'étranger, elle est menacée par le président Donald Trump d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis de 25%. Augmentation qui pourrait toucher Airbus, dont beaucoup de ces engins sont exportés aux États-Unis. Mais est-ce que des répercussions de cette éventuelle taxation sont possibles sur les travailleurs d'Airbus en France ? Réponse apportée par François Roche, syndiqué CGT d'Airbus Hélicoptère à Marignane, au micro de Flavio Noriga. Sans avoir une boule de cristal, on peut penser que la direction d'Airbus va nous demander ce qu'elle nous demande depuis des années. L'inquiétude, c'est que, au nom de la compétitivité, depuis une vingtaine d'années, on nous demande des sacrifices. Ça s'est traduit à Airbus Marignane par des reculs pour les travailleurs, à savoir que les salaires ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie, qu'on plonge les gens dans la précarité en ayant des intérimaires qui sont là depuis des années et qui ne sont toujours pas embauchés. On a recours aux heures supplémentaires et en plus de ça, les cadences augmentent. Par exemple, pour le H160, le nouvel hélicoptère, il est question de passer le cycle de 10 jours de fabrication à 7 jours. Depuis 2023, le bailleur social 13 Habitat déploie des ateliers et chantiers d'insertion professionnelle dans 50 quartiers prioritaires du département. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi vers une formation, un métier. À Marseille, dans le 3e arrondissement, nous avons visité l'un de ces chantiers. Reportage sur place avec Nordine Ali Saïd. Jamal Abdourahmane avec ses 10 collègues refont l'extérieur de la cité Clovis-Hugues dans le 3e arrondissement de Marseille. Peinture et nettoyage, je touche à 1050. Jardinage, entretien, petits travaux d'embellissement du quartier. Avec 1050 € net pour 20 heures sur chantier et 6 heures d'accompagnement, Mona Aïcha Ali, 48 ans, se relance après 2 ans sans emploi. Hier, j'ai fait un atelier et j'ai pris beaucoup de choses que je ne savais pas, comme dans le bulletin des salaires. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. L'argent que j'ai eu, ou le brut, le net, je ne savais pas comment ça se passe. En partenariat avec 13 Habitat, 11 associations organisent ces ateliers et chantiers d'insertion qui accompagnent des personnes issues des quartiers prioritaires vers l'emploi. La régie Service Nord Littoral, dirigée par Kamel Dachar, fait partie de ces associations et nous présente les résultats de réussite pour ces travailleurs. En termes de sortie, il y a 90% de nos salariés sont formés.
Mais l'essentiel pour nous, c'est ceux qui trouvent de l'emploi. Et pour la moitié, on peut trouver un emploi soit durable, soit de transition, ce qu'on appelle transition, en intérim, soit des CDD. Ce dispositif ne se limite pas à Marseille. 13 Habitat pilote ce projet dans le cadre des nouveaux contrats Engagement Quartier 2030, avec des chantiers déployés dans 50 résidences des quartiers prioritaires des Bouches-du-Rhône, comme nous l'explique Nora Preciosi, présidente de 13 Habitat. On a 17 chantiers sur tout le département. Alors ça part de Marseille jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Port de Bouc, Martigues, on en a de partout. Puis on en a à Marseille, dans le 3e, dans le 13e, dans le 14e, dans le 15e, un peu de partout. Parce qu'il faut l'enveloppe, il faut qu'elle soit élargie. Les ateliers chantiers d'insertion créent 110 emplois en temps plein par an. 13 Habitat finance ce dispositif à hauteur d'1 million d'euros par an. On passe au football. Le FC Martigues va tout faire pour enchaîner la fameuse passe de 3 demain soir. Et justement, face à l'équipe de 3, ça ne s'invente pas. Les 100 et or voudront fructifier les points récoltés à Dunkerque la semaine passée. Devant leur public du stade Francis Turcan, tout redevient possible pour les hommes d'Hakim Malek. Retrouvez à ce sujet les mots du défenseur central martégal, Steve Solvay, au micro de Karim Attab. Après, on l'a déjà fait contre Amiens, on a vu ce que ça a donné. Je pense que quand on arrive à Turcan, déjà, il y a le soleil. Donc ça fait la différence. Les gens, ils sont contents de venir. Même pour les places, ça se battait pour avoir des places. On a vu que le stade, il était quasiment pas plein, mais il y avait du monde, ça criait. Ça... En fait, ça te pousse. Ça te pousse qu'on n'a pas eu les... On a joué 19 matchs à l'extérieur au début. C'est compliqué. Sans compter les voyages, les déplacements, la fatigue, les soins. C'est compliqué pour une équipe qui vient de monter, surtout. Et on voit qu'à Turcan, quand on vient à Turcan, on revue. Il y a les mecs qui sont d'ici. Je pense à Samir... Walid, même Karim, quand ils sont venus, ils disaient tu verras à Turcan. Et au final, on a vu, ça nous pousse. Ça nous pousse, c'est que du bénéf. Oui, la confiance est là. Après, c'est un sport, on ne sait pas ce qui va se faire tant que le match n'a pas commencé, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc en toute humilité, mais avec beaucoup de confiance. Pour toi, ça va être quoi justement le mot d'ordre entre guillemets de cette fin de saison ? Le mot d'ordre de fin de saison. Moi, comme je dis, il faut prendre des points. Après, il faut rester humble, mais il faut prendre des points. Après, on ne sait pas où on va les prendre. Là, on voit qu'on a pris beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile, entre guillemets. Donc, on est aussi une équipe qui sait voyager, même si ça paraît compliqué, on n'a fait que des déplacements. Et si on arrive à prendre des points à Turcan, je pense qu'on peut mettre en difficulté pas mal d'équipes. Après, est-ce qu'on va se maintenir ou pas, ça, c'est à nous d'en décider. Coup d'envoi demain à 20h au stade de Turcan de ce très important, vous l'aurez compris, Martigues 3. 6 points séparent les deux équipes. L'opération maintien passe donc par un bon résultat. On croise les doigts. À noter les retours espérés de Karim Tlili et Milan Robin. Coup d'œil rapide sur la Coupe de France, toujours en football avec les résultats des clubs en PACA. Nice s'est incliné 2-1 hier face à Saint-Brieuc, pensionnaire de National 2. Et puis Cannes, en National 2 également, s'est imposé face à Div Cabourg. National 3, 5-3, très beau score. Cannes qui remporte donc sa qualification pour les quarts de finale, dont le tirage est prévu dans la soirée. On se met dans le bain à la veille du coup d'envoi d'une compétition internationale de nage avec palme, s'il vous plaît, sur notre territoire pour la 2e année consécutive. Aix sera la capitale mondiale de la nage avec palme, avec plus de 500 nageurs de 24 nations qui ont rendez-vous dès demain et pour tout le week-end à la Piscine Blanc pour y disputer la Coupe du Monde de la discipline. Une discipline peu connue, c'est vrai, mais qui commence à avoir le vent en poupe. Cette édition constitue, sachez-le, une étape cruciale dans la préparation des meilleurs nageurs du monde. Elle servira notamment pour la sélection des hommes en relais France 4 x 100 mètres aux Jeux mondiaux 2025. Vous avez un bel article à retrouver sur maritima.fr. On termine sur grand écran avec le grand retour de la déjantée famille Tuche. Voilà le 5e volet de la saga fraîchement sorti, God Save the Tuche. C'est réalisé cette fois par Jean-Paul Rouve qui succède à Olivier Barou dans l'esprit de Monty Python avec des références, paraît-il, au Robin des Bois de Canal+. On prend les mêmes et on recommence en Angleterre, cette fois avec une nouvelle recrue, Bernard Ménez, pour un choc culturel qu'on peut bien imaginer. Première réaction recueillie au multiplex Le Palace à Martigues par notre monsieur ciné, Jeff. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Des rires, des rires, des rires, des rires, des rires. Des rires, des rires et des rires. Et vos enfants qui se sont marrés.
s'est tous régalés. Jean-Paul Rouve, Eh oui. Isabelle Nantier, toute l'équipe, génial. 5e volet en famille, c'était super. On reviendra pour le 6e s'il y en a un. Est-ce que t'as beaucoup ri ou pas? Oui, pendant tout le film. Hein. Tout le film, on a entendu rire. Oui. Il y a une blague que tu te souviens, que tu te rappelles? Oui. Elle dit là, c'est quoi? C'est laquelle? C'est là pour le grand frère qui fait 4 côtes. Et toi alors, comment c'était? Moi, j'ai bien aimé. On a attendu ça depuis longtemps et ça m'avait manqué de rigoler un peu. Devine où on va. Un potuche. Tuche pour un. Aziz, un. Harry Potter. Non, Harry Patate. Regarde, Boussole d'or. Et peut-être même là aller le revoir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références dans celui-ci. Et même votre petite fille, elle a dit qu'elle aimerait bien revenir. Oui, c'est sûr. Ça se fera soit au cinéma, soit un peu plus tard. Mais oui, je pense qu'on aura... Vous avez le sourire. Mission. Ouais. Ouais. On Vraiment s'est génial. éclaté. Bah oui, un des meilleurs des Tuches. Ah ouais, vraiment, super. Réalisé par Jean-Paul Rouve, donc... Beaucoup de références. Oui, beaucoup, ouais. Et puis des blagues qu'ils ont déjà fait dans les autres et tout, on retrouve vraiment l'univers des Tuches. C'était top. C'est le premier que j'ai été voir. Ah, alors J'ai suivi madame. Mais vous avez bien fait. Oui. Il faut toujours suivre madame. C'était sympa. Moi j'ai rigolé, donc non, c'était vraiment sympa. Pas trop lourd des fois, non? Ça va? Non, bah après c'est le... Ouais, oui, on sait qu'on y va pour ça, donc c'est lourd, mais il faut le prendre au bon degré, donc non. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. So British et tellement bousole à la fois. C'est pour ça qu'on aime les Tuches, avec plus de 200 000 entrées enregistrées hier sur le plan national. Les Tuches 5 semblent bien partis pour maintenir le succès de la saga, forte de 14 millions de spectateurs depuis 2011. 5 millions rien que pour les Tuches 3. À voir donc en famille dans toutes nos salles, que ce soit donc le Palace à Martigues, Pâté Plan de Campagne, La Joliette. Faites-vous plaisir, ça sera le bon plan ciné qu'on voulait partager avec vous à l'aube de ces vacances scolaires. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour un nouveau JT.